Voilà. Hey. Et alors? Donc aujourd'hui, pour le Carte Sauvage, on est 3. C'est quoi Parfait, ta ça. sélection de films, Oscar? Non? On sait pas? Bon. Ok. Bon, bah, alors Beethoven, Ah oui, ouais. Alors Beethoven, y a quoi d'autre comme film avec des avec hinches? des. Ouais, oui, l'animal, hein, pas le... J'aurais sortir un besson, mais bon. Après, bon. On va dire que ça balance ici. Ça, ouais, voilà. Bon, je pense que voilà, on commence à s'habituer au ton aussi Oui, on est de cette caustique. émission. Ah Hein. ouais, politisé. Hein. Voilà. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, les films, est-ce qu'ils sont politisés? Plutôt. Bon, toujours, de toute façon, Oui, tout est toujours, politique. toujours. Alors, moi, Comme on dit. ça va taper dur. Pavé Ok. dans la mare, je pense. Ok, qu'est-ce que t'as choisi, toi, aujourd'hui? Moi, du coup, aujourd'hui, je vais parler de The Lobster de Yorgos Lanthimos et de Only Lover Left Alive de Jim Jarmusch. Ok. Et toi? Moi, je vais parler de Mission Impossible 3 de J.J. Abrams Mhm. et Casino Royale de Martin Campbell. Donc, il y a une cohérence. Ah oui, Ah oui, bon, là, ouais, là, on peut pas faire plus, quoi. Et qui commence? Bah allez, si je peux commencer en douceur et puis après tu leur mets une bonne patate dans la gueule. L'actionnaire. Ouais. Allez, c'est parti. Ok. Alors moi, du coup, pourquoi j'ai choisi ces films parce que déjà, c'est deux films que j'aime beaucoup. Ouais. Cette fois-ci, il n'y a pas d'excuse. J'en ai pas choisi un à chier pour parler plus de l'autre. Bon, il y en a quand même. L'un des deux, c'est. Tu fais ça, toi, des fois? Non, 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 bien sûr que non. C'est jamais de la vie. Non, il y en a quand même un des deux. Pour être honnête, c'est l'un de mes films préférés. C'est Only Lovers Left Alive. Quand Ok. même, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être 2-3 ans, Ok. mais qui quand même a bien grandi en moi, quoi. C'est un super film. Vraiment un très bon film. Et du coup, pourquoi je les relis? C'est parce que, dans un sens, c'est deux films qui mettent en scène l'injonction à l'amour. Ok. Bah déjà, en fait, pour le Only Lover, bah, c'est dans le titre. Oui, 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 oui. Voilà, quoi. Et donc, je vais les pitcher rapidement. Only Lovers Left Alive, en gros, c'est un film de vampires qui sont à notre époque contemporaine, quoi. Ouais. Donc, Je sais plus si c'est précisé ouais, dans l'histoire, l'époque précise, quoi. C'est quoi, c'est les années 2000, quoi, en Ouais, gros, c'est années ouais. 2000, ça se voit par le cadre, quoi, en Ouais. fait. Enfin, tout simplement la bagnole du gars, quoi. Ouais, ouais. Enfin, de toute façon, ils prennent l'avion dedans à un moment. Oui, donc, oui, oui, ah oui, ça c'est sûr. Ouais, ouais. tu peux facilement le situer entre 2005 et 2015. Ok, tu vois, ok. voilà, quoi. Ok. Donc, ces deux vampires, donc deux amants qui vivent respectivement à Détroit et à Tangier, il me semble. Ouais. Et Tangier, donc, le couple, il est joué donc, par Tilda Swinton et Tim Hiddleston. Tom Hiddleston, ouais, ouais, qui est super aussi dans le rôle. Hein. Ah bah je trouve que Ça c'est un marche rôle bien, qui lui va ouais. parfaitement. Ouais. Pour le coup, le côté cadavérique, Oui, 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 ça oui, lui oui. va hyper bien, quoi. Le vampire un peu romantique. Ouais, Exactement, ouais, c'est ça. Donc enfin, en gros, c'est juste une histoire d'amour entre deux vampires. Voilà, il n'y a pas ouais. besoin Oui, de... ouais, t'as c'est- des personnages autour qui gravitent et qui sont plus ou moins Ouais, c'est ça. des éléments perturbateurs, mais en gros, Voilà, oui, voilà. c'est une histoire d'amour. Hein. C'est encore une fois un film d'errance, Oui, comme, oui, c'est vrai. Ouais. comme je les aime, quoi. Et The Lobster, pour le coup, c'est un peu un film qui prend place dans pas vraiment un futur dystopique, c'est un présent dystopique un peu, en fait. Mhm. Et en fait, dans cette société, c'est un peu limite illégal d'être célibataire. Oui, c'est vrai que c'est ça. Et en gros, t'es obligé quand t'es en couple, t'es obligé d'avoir un certificat. Et si tu l'as pas, t'as pas ce papier qui atteste que t'as une partenaire ou un partenaire, Ok. tu te fais embarquer, quoi, Ok. par les forces de l'ordre. Et donc on suit le personnage de Colin Farrell qui se rend dans un centre, enfin dans un centre de rencontre. Mhm. En gros, il y a des célibataires masculins et féminins qui vivent et Au genre d'hôtel Thalasso. c'est ouais. exactement ça, ouais, c'est ça qui donc a pour but de se faire rencontrer des gens pour qu'ils forment des couples. Ouais. Et ils ont un temps imparti pour rencontrer leur moitié. Et Mhm. si au bout du temps imparti ils ont toujours trouvé personne, ils se font transformer en animal de leur choix. Oui, c'est vrai. Donc, pour le Only Lovers Left Alive, je vais dire Only Lovers, parce que Oui, c'est ça va chiant. plus vite. Hein. Ça va Ouais. beaucoup plus vite. Ce qui, moi, me plaît énormément, c'est déjà c'est une revisite du mythe du vampire. Ouais. Pour le coup, c'est des vampires très romantiques, ça c'est plutôt habituel. Mais là, c'est vraiment exprimé de manière que ce sont des artistes. Ouais, c'est vrai. Enfin, pour le coup, il y a c'est Arlo.
Ouais. C'est un peu... c'est dit au fil du film qu'il a ghostwrité pour Shakespeare, etc. Oui. Que vraiment, en fait, les vampires, c'est vraiment des personnes très érudites et très créatives. Oui, il y a tout un lore sur le passé à chaque fois des personnages. Exactement, dans ce film. oui, parce qu'évidemment, vu que c'est des personnes immortelles, ça retrace, c'est succinct, c'est vraiment, ça effleure le récit. C'est quoi. pas le cœur du film, mais en fait, ça nourrit énormément Ouais. la backstory. Quoi. Ouais. Exactement, c'est ça. Et justement, du coup, du fait de leur érudition, ces vampires se sont affranchis de leur côté sauvage et ils refusent totalement le fait de tuer des gens pour récolter leur sang, parce que ça reste des vampires. Genre, ils doivent, pour survivre, ils doivent s'abreuver de sang, quoi. Et oui, donc c'est devenu un acte de sauvagerie de tuer des êtres humains. Limite, leur volonté est de vivre un peu en symbiose avec les humains. Oui. C'est marrant parce qu'on peut aussi relier ça avec Blade. Ouais. Le premier, en gros, le conseil des vampires, pareil, veut pas faire trop de vagues pour pas s'attirer l'ire du genre humain. Et pour le coup, on suit plus le personnage de Tim Hiddleston, même si au bout d'un moment ils se rejoignent. Et en fait, il y a aussi un personnage dont il faut parler, c'est la ville de Détroit. Ouais, grave. Qui est très importante pour ce récit, parce que les personnages sont très romantiques, mais aussi très mélancoliques et très obscurs, limite dépressifs. Ouais. En tout cas pour le masculin, quoi. Ouais. Et il a un peu une aversion, ils ont un peu une aversion, même si, en gros, tuer des humains, c'est de la sauvagerie, mais il déteste, il les appelle les zombies. Oui, c'est vrai. Les humains, il les appelle les zombies, il a quand même une détestation parce qu'il les trouve stupides, pour le coup sauvages. Ouais, et puis Détroit, j'imagine, vu l'histoire de cette ville, c'est un peu, je sais pas comment on pourrait dire, mais... Bah, c'est un peu la décrépitude. Oui, c'est ça, ouais. C'est un peu un témoin de... Le résultat d'un capitalisme sauvage qui a pas marché du tout, quoi. Exactement, en fait. complètement, ouais, c'est et ça. c'est sûr que les placés, eux, en fait, finalement, les civilisés dans ce film, c'est les vampires. Donc forcément, ça crée un décalage avec cette ville qui est extrême, quoi. Et complètement, c'est ça, exactement. Ouais. Et mais du coup, ça explique aussi pourquoi il s'est installé dans cette ville. C'est parce que, du coup, limite, le genre humain a laissé à l'abandon ce lieu ce lieu de la planète Terre, quoi. Oui. Ils sont tranquilles, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et on pourrait aussi rapprocher le fait que le capitalisme, une dénonciation du capitalisme aussi dans The Lobster, parce que du coup, cette injonction à l'amour, c'est marrant parce que du coup, on peut tirer un parallèle de cet hôtel un peu angoissant avec les applications de rencontre. Ouais, clairement. Qui, bon, là je vais vraiment filer la réflexion à l'extrême pour exprimer le truc, les applications de rencontre et l'injonction un peu à l'amour peuvent être un peu instrumentalisées par le capitalisme, parce qu'un célibataire, en gros, c'est pas très rentable pour le gouvernement, quoi. Genre... Ouais. Pour le réarmement démographique. Déjà, exactement. Parce que notre cher président, si jamais il y a des gens qui regardent ça dans 50 ans, c'était Macron à l'époque. Ouais. Parce qu'on vise la postérité. Oui, voilà. Et du coup, cette injonction à l'amour, du coup, au couple, parce que l'amour, je pense que les élites en ont un peu rien à foutre. C'est ça, ouais, bien sûr. Pour le coup. Et parce que du coup, là, c'est un peu c'est ta vie qui est en jeu si tu trouves pas de partenaire de vie. Comme tu disais, donc pour des raisons de réarmement démographique. Grille de lecture de la société, voilà. C'est ça. Donc le couple au service du capitalisme, pour faire des gosses qui font office de plus de consommateurs et de plus de force de travail. Ouais, grave. Donc, mais c'est marrant, du coup, on a vraiment les deux inverses, une injonction à l'amour d'un côté comme de l'autre, mais qui, dans Only Lovers, vu qu'en gros, le personnage de Tilda, il le sort de la dépression, quoi. Ouais, du moins, elle essaye de pallier à ça, tu vois. Ouais, et puis, même si je dirais pas que c'est un film optimiste, Only Lovers Left Alive, mais par contre, c'est vraiment un film romantique dans tous les sens du terme, même... C'est éperdument romantique, quoi, tu vois. Je pense qu'il y a quelque chose de désespéré là-dedans et à contre-courant peut-être d'une époque. Ouais. Et forcément, ce qui donne lieu, je trouve, à des séquences, en fait,
de flottement comme ça, assez introspective, moi, que j'aime bien, quoi. Ouais, complètement. Bah, c'est très contemplatif, pour le coup, même si c'est que des plans très resserrés. Mhm. C'est vraiment la caméra suit vraiment les personnages. Ouais, On voit Détroit, mais qu'en arrière-plan. ouais, Et c'est surtout une question d'atmosphère, du coup, qui est ouais, aussi très bien servie par la bande-son. ouais, ouais, c'est clair. C'est beaucoup de sitar. Ouais, ouais. Répétitive un peu, ouais, ouais. C'est ça exactement. En fait, c'est marrant parce que il y a dans beaucoup de sons, enfin, t'as beaucoup de sons à la sitar du coup qui sont un peu là pour représenter donc le côté de Tilda à Tangier, Ouais, et l'autre moitié de la bande son de la BO quoi. C'est beaucoup de guitare électrique, oui. très limite rouille en fait. Ah bah de toute façon il y a carrément j'ai l'impression moi un côté grunge hein, tu vois, Exactement, une inspiration grunge complètement, quoi. oui. Parce que du Même coup, dans le look des persos et tout. bah oui, parce Tu que vois même ouais. les persos secondaires il y a un manager je crois de Ouais. ou je sais plus un disquaire enfin bon C'est tu ça. vois c'est Bah, c'est clairement un peu un le homme à tout faire en fait. oui voilà Enfin, il bosse dans le son, mais tu sais, il rend des services à Hiddleston. c'est clairement ça aurait pu être un roadie pour Ouais, grave. Kurt Cobain quoi. Ouais, il a vraiment une dégaine de Kurt Cobain Bah en oui, plus, oui, tu voilà. vois. Ouais. Parce que du coup, c'est un musicien. Tilda, c'est une écrivaine Et ouais Tom et Tom, c'est joueur un de musicien, guitare je sais plus joueur de guitare. Il joue un peu. Ouais, c'est ça. Il limite un antiquaire, tu vois, un collectionneur de c'est guitare vrai. et Ah tout, oui, tu c'est vrai. vois. C'est vrai, Parce c'est que vrai. du coup, le zombie, l'humain, à qui il est affilié, genre vraiment, lui trouve des guitares très C'est rares vrai, et c'est tout. vrai. Et du coup, bah, donc c'est cette partie de la BO qui représente du coup Détroit vraiment très grinçant, le côté décrépit, comme on Ouais, disait. ouais, tout en tension, quoi. C'est vraiment, Mm. c'est presque le côté, s'il devait y en avoir un, tu vois, presque le côté expressionniste du film. Du coup, il y a Ouais. des choses en tension, tu vois. Et, Complètement, ouais. et c'est ces deux côtés-là qui s'annulent un peu, quoi. Ou, Exactement, entre guillemets, ouais. qui font tenir le Tipeee. Bah oui, t'as le côté chaud, le côté Ouais. froid, et qui. Ouais, complètement. C'est Mais, un choc de deux personnalités aussi, ouais, tu vois. c'est vrai. Mais qui, du coup, je trouve ça hyper intéressant quand Ah on ouais. veut représenter l'amour, tu vois. Puis c'est un film, je trouve, enfin, en termes de rythme et d'efficacité, je trouve, de vision, il passe vachement bien, quoi. Il est pas Ouais. très long, c'est contemplatif, mais c'est jamais chiant. Enfin voilà, moi je connais beaucoup de gens qui sont pas, qui seraient pas, je pense, sensibles au reste, Ouais. tu vois, de la filmographie de Jarmusch. Et Only Lovers Left Alive, tu peux leur montrer à l'aise, quoi. Ouais, carrément. Parce que je pense qu'aussi c'est l'esthétique et tout qui fait que l'esthétique vraiment au sens large, tu vois, même en comptant la BO et tout, qui fait que tu as une adhésion peut-être plus large sur ce film. Ouais, c'est ça, ouais. Qui a, honnêtement, je pense pas cartonné non plus en salle, mais est-ce que c'était attendu, tu vois, sur un projet Je pareil pense pas que ce soit pas objectif, hein. l'ambition du truc, quoi. Non, non, c'est clair. Mais et du coup, comme tu dis, c'est un film qui passe bien parce que, mine de rien, malgré le côté un peu craquelé du film et des personnages, c'est quand même quelque chose de très chaud. Ouais. Contrairement du coup à The Lobster, qui est jusque dans le jeu Ah et ouais. l'écriture, en fait. En fait, quand on se penche sur la façon de dialoguer des personnages, on dirait que c'est du théâtre qui est fait exprès d'être mal joué. Oui, en tout cas, oui, Parce qu'il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion, Ouais. mais de manière volontaire pour le Oui, coup. oui. Et c'est pour ça qu'on sent vraiment que l'amour est vidé de toute sa substance. Oui, du coup. oui, oui. Oui, il y a un jeu un peu atone, quoi. Complètement, ouais. C'est ça, vrai. exactement, ouais. Bah, il y a même jusqu'à un moment, Colin Farrell, pour essayer de s'en sortir, fait semblant de tomber amoureux d'une femme Ouais. qui a pour particularité de ne pas avoir de cœur. Ah oui, c'est Genre, vrai. il Ouais. lui dit, ouais, je l'ai choisie parce que j'aime bien les femmes aux cheveux courts, elle avait les cheveux courts, mais en fait, juste, je me suis rendu compte qu'elle a pas de cœur. Et du coup, il est obligé de faire semblant, lui aussi, de pas avoir de sentiments. Ok, ouais, je l'ai plus en tête. Moi, je l'ai vu qu'une fois il y a quelques années, mais ouais, d'accord. Puis moi, j'ai le souvenir aussi d'un film assez gris quand même, assez. Ouais, même, tu vois. même la photo est très grise. Ouais. Ouais, c'est complètement. Ouais, C'est ouais. vrai que oui, par rapport à Only Lovers, voilà, comme je disais, même si c'est pas forcément optimiste, même si voilà, il y a peut-être un côté anachronique des personnages dans cette époque et tout, qui peut un petit peu voilà mettre un bad, hein, tu vois, clairement. Ouais, carrément. Hein. Mais il y a quand même ce côté rassurant de même si on n'est plus beaucoup parce que c'est l'Empire quoi, on se reconnaît entre nous quoi. Il y a quelque complètement. chose voilà. Et, Ouais, c'est clair. Ouais. Bah, que tu peux aussi retrouver dans The Lobster entre personnes qui, elles, ont encore des velléités de trouver le réel amour, en fait. Oui, bien sûr. Et rebelle un peu quoi. Exactement, ouais, complètement, oui, c'est ça. Et oui, puis en plus, comme tu dis, ouais, c'est gris parce qu'en fait, les deux films, je trouve que c'est un peu des films brumeux, Mhm. mais sauf que The Lobster se passe essentiellement de jour,
Ouais. Et du coup, bah, je sais même pas où ça se passe, peut-être on dirait que c'est la Grande-Bretagne en fait. Ouais, Mais du coup, c'est gris-blanc et Ouais. Détroit, et c'est quand même brumeux, mais vu que ça se passe de nuit, t'as quand même des c'est jeux de nuit, lumière ouais. et tout, C'est tu vois. contrasté, ouais, Ouais, bien sûr. complètement, ouais. Ok. Et bah, regardez-les, Ah, mais oui, grave, mais franchement, surtout oui. Emily Lover. Ah ouais, ouais, les deux, hein, même si moi Euh, je suis moins fan de The Lobster, hmm, mais enfin, c'est des films à voir dans tous les cas, je ouais, pense, c'est hein, clair. vraiment, ce serait quand même dommage de passer à côté. Hmm, hmm. My turn, Allez, à mon mec, tour. fais tout péter. Ouais, bah oui, parce que là, du coup, ouais, Casino Royale et Mission Impossible 3. Donc là, c'est pas difficile de recoller un peu les morceaux sur ce duo de films. Mais comme nous, voilà, on n'est pas forcément des analystes, on va dire, de cinéma. L'idée, c'était aussi d'apporter, comme d'hab, de l'expérience personnelle là-dedans. Hmm. Et donc, il se trouve que ces deux films qui sont sortis la même année, 2006. Et ce qui est marrant, c'est que déjà, ce qui entoure ces deux films, c'est pas que c'est similaire, mais il y a quand même, comment dire, un vent de buzz un petit peu, tu vois, qui fait qu'on peut les comparer, je trouve. Hmm. Casino Royale, bah, en gros, tu sais, c'est le premier James Bond avec Daniel Craig. Ouais. Donc déjà, il y avait toute une attente Il y avait, ouais. autour de ça. Parfois, les gens se souviennent pas, mais il y avait même un bad buzz, vraiment, tu vois, sur la première photo de Daniel Craig, quand on a annoncé que ça allait être lui et tout. Mais comme à chaque James Bond en fait. Enfin, Ouais, alors, comme oui. à chaque nouveau James Bond. En Quasiment tout cas. comme à chaque James Bond depuis Sean Connery. Hein. Mais c'est vrai que sur lui, c'était particulièrement fort. Ouais. Il y avait vraiment ce truc, mais putain, le mec, il a la gueule de Poutine. Enfin, tu vois, vraiment, Oui, il est bah, blond. Tu vois, ouais, c'était ouais. comme si c'était grave et tout. Puis bah gueule cassée un peu. On Ouais, sortait de Pierce Brosnan, tu Pierce vois. Brosnan qui est un peu une gravure de mode, quoi. Ouais, tu c'est vois, clair. Ouais, de ouf. voilà, quoi. Et donc, voilà, tu vois, il y avait tout ce truc-là. Et à côté, Mission Impossible 3, en fait, c'est un film qui se faisait attendre. Qui a failli pas se faire, tu vois, Mission Impossible 2. Même si je crois que ça avait bien marché hein, au box-office. Le cinéma de John Woo à cette époque-là, américain, Mhm. tu vois, la période américaine de John Woo, c'est pas forcément une filmographie, à ce moment-là en tout cas, qui sur le long terme emporte quand même l'adhésion du public, quoi. On sent que il y a une lassitude, il y a un nouveau cinéma aussi entre-temps, tu vois, il y a eu les Wachowski, tout ça, donc Mhm. peut-être qu'on n'est plus vraiment. Et d'ailleurs, tu vois, Mission Impossible 2, souvent, c'est celui que les gens aiment le moins. Hein, Ouais. il passe un peu à la trappe. Ce qui est dommage, moi, je trouve, hein, mais bon, c'est un autre débat. Du coup, Mission Impossible 3, voilà. Et entre-temps, Tom Cruise, il y avait eu un vent de scandale pour plusieurs choses, la scientologie, tout ça. Mhm. Donc, il n'était pas sûr que ce film se fasse, quoi. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, j'allais dire, c'est un renouveau, quoi. Mm. Hop, tu veux partir? Voilà. C'est un renouveau pour les deux sagas. James Bond, c'est une saga bien plus ancienne, évidemment. Mhm. Et c'est la première fois dans la saga officielle, tu sais, qu'on adapte le premier roman au Casino Royale. Donc Casino Royale, pour le pitcher rapidement, en gros, c'est la première mission de James Bond en tant qu'agent 00, quoi. Mhm. Et donc, on va dire, lui, toute ça, comment, sans trop rentrer dans le détail, sans être chiant, parce que voilà, c'est des films d'espionnage et tout, et sans spoiler, on sait jamais s'il y en a qui l'ont jamais vu, mais bon. On va se dérouler autour d'une partie de poker. Voilà, dans un casino UP, quoi, on va dire. Et, euh, et Mission Impossible 3, bah, du coup, c'est pareil. Renouveau, parce que c'est plus facile à dire pour cette saga, parce que de toute façon, à chaque épisode, il y avait un ton différent, quoi. Mission Impossible, c'est qu'à partir du 5, en gros, qu'ils gardent le même réal et que là, tu rentres dans une formule. Donc déjà, rien que ça, la façon, on va dire, dont les films se sont faits, il y a des similitudes. Après, évidemment, c'est des films d'espionnage, des films d'action, des films avec un héros qui incarne, on va dire, qui porte tout le film sur ses épaules, Mhm. Mhm. en gros, quoi. Et puis, bah, ce qui était intéressant, moi, je trouve, à cette époque-là, c'était bah, comment on renouvelle le filmage, tu vois, la mise en scène. Donc, pour Casino Royale, c'est Martin Campbell qui avait déjà renouvelé la saga avec GoldenEye. Donc, il le rappelle, justement, tu vois, bah, 10 ans plus tard, en gros, Mhm. pour redynamiter un petit peu le truc. Et Mission Impossible 3, c'est J.J. Abrams qui s'en occupe. Et ça a du sens pour le coup, parce que bah, à la base, Mission Impossible, avant d'être des films avec Tom Cruise, c'est une série télé. Donc le fait de faire appel à un mec qui à ce moment-là cartonne avec Lost, Alias et tout ça, bah, ça a quand même du sens, quoi. Ça s'entend. Ce qui fait que les deux films vont prendre des orientations. Alors il y a des similitudes aussi dans la mise en scène, hein. Mais en gros,
Mission Impossible 3, c'est un peu, ça fait partie de ces premiers gros films des années 2000, je trouve, où t'as les réalisateurs de télé qui injectent un peu leur style nerveux, shaky et tout, tu vois, dans la mise en scène. Et T'avais déjà Michael Mann qui avait un peu ouais, ouvert ces portes-là. ouais, mais c'est vrai que chez Mann, t'as toujours un peu ce truc onirique, enfin onirique non, mais contemplatif, Ouais. pardon. Puis c'est un mec Euh, qui voulait faire du cinéma depuis. Oui, depuis longtemps, C'est ça. tu vois, puis qui comment dire, on va dire qu'il lui, il va se servir de l'outil numérique comme d'un vrai outil de mise en scène, j'ai l'impression, de tous les instants. Mhm. Là, je dirais pas que c'est plus cosmétique, mais Mhm. ça a pas la même profondeur. Man, l'intériorité, tu vois, des personnages, Mhm. il y a presque un truc où on élève un peu Ouais, ouais. tu vois, C'est la mentalité. Elevated Actioner. Voilà, oui, voilà, ouais, ouais, voilà, et voilà, c'est un peu ça. Euh, Là, c'est vrai que du coup, c'était vraiment plus une formule Mm. propre à la série télé qui a ses forces hein, et ses faiblesses, évidemment. Mm, mm. Et dans Casino Royale, alors, à l'époque, on disait beaucoup, ouais, en gros, James Bond, il s'est Jason Bournisé, quoi. Il y avait eu les Jason Bourne entre-temps aussi qui avaient un peu réveillé, on va dire, le film d'action américain. Mhm. Ce qui est vrai pour une partie, mais c'est plus vrai pour la suite, Quantum of Solace, quoi, tu vois. Mais justement, moi je trouve que dans Casino Royale, il y a quand même une lisibilité des scènes d'action, du découpage qui est vraiment, c'est l'efficacité, quoi. Mhm. Tu vois. Et du coup, c'est beaucoup moins shaky, moi je trouve, justement, qu'un Jason Bourne ou Mission Impossible 3. Mhm. Euh, donc c'est intéressant de voir un peu ces deux. Tu voyais vraiment. C'était hyper plaisant cette année-là parce qu'à quelques mois d'écart, t'avais deux propositions de filmage très très différentes quoi. Mhm. J'ai pas pitché Mission Impossible 3, mais en gros, Mission Impossible, c'est toujours Ethan Hunt qui doit à un moment donné, tu vois, réunir une team. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment un MacGuffin. Voilà, ils doivent chercher un truc, ils savent pas ce que c'est. Ça s'appelle la patte de lapin, tu vois. On sait que c'est un truc, c'est un nom de code pour un truc hyper important. Mhm. Et le méchant, c'est Philip Seymour Hoffman. Là, c'est un autre point commun, tu vois, c'est que c'est aussi deux méchants hyper bien incarnés, quoi. Mhm. Bien écrits, bien incarnés, qui foutent vraiment les boules, qui ont vraiment, tu vois, des face-à-face avec le héros aussi qui. Bah, c'est deux figures, justement, de James Bond encore plus anciennes, tu vois, mais occidentales, fortes et tout, et c'est vraiment des méchants qui arrivent à les mettre en difficulté. Mhm. Mads Mikkelsen dans Casino Royale le chiffre, tu vois, et avec une scène de torture à l'époque qui avait vachement, tu vois, secoué, on va dire, même dans les articles, tout le monde en parlait de cette scène, quoi, tu Mhm. vois, et le public réagissait fortement à celle-ci, quoi. Et t'as un petit peu, t'as même, enfin même carrément des confrontations aussi. On pourrait aussi rapprocher ça d'une forme de torture pour Ethan Hunt et Mhm. donc le méchant interprété par Philip Seymour Hoffman quoi. Donc moi je sais que c'était quand même une année un petit peu bah, déjà j'étais au collège et tout donc forcément tu vois tu découvres hein, en même temps le cinéma Mhm. tu commences à rattraper des films à cette époque-là mais tu vas surtout voir ce qui sort en direct. Et Ouais. c'est vrai que ces deux-là, cette année-là, je m'étais dit, bon, bah, ça y est, là, on rentre. C'est pas qu'on rentrait dans une nouvelle ère, parce qu'encore une fois, tu avais eu beaucoup de films d'action intéressants avant, évidemment. Mhm. Mais par contre, ça devenait institutionnalisé un peu, quoi. Ok, Ouais, c'est ouais. bon. Tu vois, si ces sagas-là, elles empruntent ce chemin, ça y est, tu vois, c'est normalisé. Normalement, le public, il va s'habituer à certains trucs, que ce soit le shaky, que ce soit la lisibilité, tu vois, le fait que malgré tout, on dit souvent, tu vois, les James Bond de Daniel Craig, c'est pas vrai pour tous, mais en gros, c'est lui la James Bond girl. Tu vois, il est pas mis en avant de la même façon. Ouais. Il y avait quand même une réflexion. Attention, hein, c'est pas comment dire, des réflexions ultra féministes non plus. Hein, on va pas, tu vois. Mais on déconstruisait déjà un petit peu Ouais, ouais, c'est clair. le héros. Donc, c'est intéressant parce que tu t'aperçois souvent avec le recul d'ailleurs que c'est des films plus intelligents et plus profonds qu'on ne le pense, ces films-là, sur la déconstruction justement du mythe du héros, de la façon dont on le met en scène. Et tu vois, là, rien qu'en en parlant, ça me pousse aussi à repenser à un truc d'aujourd'hui. C'est le Running Man, tu vois, de Edgar Wright, Ouais. où je trouve que Glenn Powell, tu vois, ils en ont fait justement, ils se sont réappropriés ce corps patriote américain, tu vois, Ouais. fort. Pas pour en faire un soldat, un commando, un agent secret, un truc, mais vraiment un prolo, quoi. Ouais, c'est Tu clair. vois. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée aussi. Donc, mine de rien, tu vois, et je suis sûr que Running Man, t'as plein de gens qui pourraient se dire c'est un film de con, c'est naze, tu vois. Alors qu'il y a toujours quand même du travail et de la réflexion derrière tout ça, quoi. Ouais. Moi, c'est ça qui m'intéresse en tout cas. Et ouais, ouais, voilà, ces deux renaissances de saga, en fait, je trouve que, moi en tout cas, je les ai vus comme quelque chose d'important à une époque et je trouve ça intéressant de revenir là-dessus aujourd'hui. Surtout que
Tu vois, on parle souvent de la nostalgie et du regain un petit peu d'intérêt pour les années 2000. Bon, bah 2006, on est en plein dedans, quoi. Bah c'est clair, puis j'ai l'impression, comme tu dis, moi je trouve quand même que c'est vraiment un gros marqueur d'époque, parce que bah, déjà on vient de passer au numérique, tu vois, Ouais, avec de Collateral qui est sorti il y a 2 ans plus tôt, il me ouais semble. c'est ça, ouais, un an plus tôt. Et c'est vrai que moi, quand j'y repense, j'ai une esthétique qui me vient direct en tête quand je repense aux années 2005, tu vois, surtout au niveau de ces films, des sujets, de la manière de filmer. Tu vois, je pense directement à des actionneurs comme genre Déjà Vu de Tony Scott, tout ça. Genre, il y a qui viennent juste après Man on Fire, tu vois, genre des trucs comme iRobot de Alex Proyas et tout. Ouais, c'est vrai. Donc en plus, c'est une esthétique qui me parle vachement, mais en plus, enfin, du fait de sa temporalité, vu que on avait autour de 10-12 piges, toi comme moi. Ouais. Du coup, c'est vraiment l'époque où on commençait vraiment à se foutre à fond dans les films, tu vois, genre. Bah, tu regardes aujourd'hui les Phantom Effect à la Tony Scott, justement, et tout, de cette époque-là. Dans les clips et tout, ça fait 7-8 ans que c'est grave utilisé, quoi. Donc, comme quoi. Et ça, c'est des effets qui, à l'époque, étaient vus comme des trucs un peu vulgaires. Hein. Ouais, c'est clair. clair. Je trouvais ça naze et tout. En même temps, ça dépend toujours comment c'est utilisé. Quand c'est un grand cinéaste comme Tony Scott, bah, ça fonctionne. C'est sûr que quand c'est les experts Miami, bon, ça fait un peu recette. Donc, au bout d'un moment, t'as compris, t'en as un peu marre, tu vois, tu vois, des accélérés, des flashs Phantom Effect, machin, c'est ça, tu vois. C'est sûr. Mais je suis d'accord, il y a une nous, avec esthétique, le recul, on a de l'amour pour cette oui, esthétique-là, grave. tu vois. Grave. Genre, effectivement, ça fait un peu kitschos, tu vois. Ouais, mais comme, tu comme vois, les shutter effects de Wong Kar-wai, quoi. Tu vois, si on va par là, je veux dire, Wong Kar-wai, il fait ça, mais t'as des épisodes de Walker Texas Ranger où il met des coups de pied comme ça, Chuck Norris, tu vois. Donc en fait, un procédé en lui-même, c'est toujours pareil. Tu peux pas, je trouve ça con un peu les gens qui attaquent un procédé, tu vois. Comme les gens qui aiment pas les zooms, bon, tu vois, il y a des super zooms chez Leon, chez Kubrick, ce serait complètement con. Par contre, bon, bah, c'est vrai qu'il y a des films où des fois ça fait ringard, ça fait telenovelas, quoi, tu vois. Tout dépend de comment tu l'utilises, évidemment, quoi. On respecte la commu latino, y a pas de souci. Ah oui, non, rien à voir avec ça, c'est clair. Genre, on sait que tu regardes. Ouais, c'est clair. Bon. Est-ce qu'on a tout dit? Jamais, mais il faut bien qu'on s'arrête un moment. En tout cas, on espère que ça vous donne envie de voir ces films-là, parce que, en plus, pour le coup, là, c'est vraiment des films qui se regardent bien, qui se trouvent facilement. Donc faut pas hésiter à y aller, quoi. Ouais, c'est clair. On se quitte là-dessus? Ouais, on peut se quitter là-dessus. Allez. À la prochaine. Ciao.